C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors combien de fois a-t-on dit que c'était le sommet de la dernière chance à Bruxelles? Les pays européens se retrouvent divisés sur l'accueil des migrants après des semaines de tensions entre l'Italie et la France, après l'ultimatum lancé par la CSU bavaroise à Angela Merkel. On se demande si l'objectif du sommet n'est pas en priorité de sauver la tête de la chancelière. Trouver des solutions pour accueillir les bateaux errants en Méditerranée, on en trouvera sûrement, toujours, peut-être, mais elle risque en tout cas de ne contenter personne. Donald Tusk estime que la crise n'est pas migratoire mais politique. Cependant, la montée des populismes n'est-elle pas principalement liée à la crise migratoire? Pour en parler avec nous, l'un des meilleurs spécialistes des migrations, François Héran. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, démographe et vous êtes professeur au Collège de France. Et votre livre, Avec l'immigration, voilà, aux éditions. Mesurer, je ne l'ai pas débattre, pris avec agir. moi. Oui. Pardon, voilà, donc je vous laisse le dire vous-même. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'IFOP. Et avec nous aussi Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Alors, on parlait il y a quelques années, François Héran, des émigrés. Pourquoi aujourd'hui on utilise le vocable migrant ? Migrant était utilisé de deux façons en français. D'abord pour désigner les immigrés au moment même où ils venaient, le mouvement en train de se faire. Et puis, comme immigré a souvent pris un sens péjoratif, on utilisait également migrant de façon comme un substitut un peu noble d'immigré. Ouais. En anglais, migrants a lui aussi pris les connotations péjoratives d'immigré. Si bien que quand les Français et les Anglais se rencontrent, c'est difficile d'harmoniser le vocabulaire parce que migrant pour nous c'était noble, alors que pour les Anglais c'était plutôt négatif. Bon, voilà qui est dit. Alors l'Europe se déchire aujourd'hui sur les flux migratoires et ces bateaux qui errent dans la Méditerranée. Mais paradoxalement, les flux migratoires baissent depuis 2015, qui était le pic des réfugiés. Comment vous expliquez ce paradoxe à la fois de cette baisse et de ces paniques morales dont s'emparent les pays européens? Alors 2015-2016, c'est effectivement la grande pointe, la grande crise de l'asile. On en a eu plusieurs auparavant, et en général c'est l'Allemagne qui s'en est occupée. Il y a eu la guerre, les guerres des Balkans, et déjà en 1992, l'Allemagne avait accru sa population de 800 000 personnes par le seul jet d'immigration. Et notamment, la moitié au moins étaient des réfugiés des Balkans. 12 ans plus tard, il y a eu le Kosovo, puis maintenant il y a eu la crise syrienne, afghane, etc. Et à chaque fois d'ailleurs, on constate la même chose, c'est que l'Allemagne en gros accueille sur son sol 8 à 10 fois plus de personnes que la France, proportionnellement à sa population, car il faut toujours raisonner en proportion quand on fait des comparaisons internationales. Jean-Marie Donald Tusk, dont je le disais, dit ce n'est pas une crise migratoire mais politique. Et alors est-ce que ça veut dire que la crise migratoire est en quelque sorte, elle serait exploitée pour faire vaciller l'Europe? Si on regarde les chiffres, en effet, aujourd'hui, les chiffres sont devenus pas dérisoires, mais presque. Si on regarde les 3 premiers mois de cette année, je crois que les recensements européens n'aboutissent pas à 20 000 entrées, contre en effet des quantités beaucoup plus considérables dans les années précédentes. 30 000 entrées pour la même période de 2017, et puis en revanche, 2016, c'était beaucoup plus important. 2015, en effet, c'était le pic. Mais moi, sur l'Europe, je voudrais dire simplement la chose suivante. L'Europe, en fait, sur ce sujet des migrations, est unie, en fait. Elle est unie dans une attitude de fermeture et de restriction. Donc vous avez les fermetures qui sont nourries principalement par la xénophobie, ça c'est la Hongrie, ou l'Italie d'aujourd'hui, en tout cas le mouvement de la Ligue italienne avec son ministre de l'Intérieur, par d'autres mouvements politiques en Italie. Vous avez aussi maintenant une restriction qui vient peut-être d'un excès, entre guillemets, de générosité. Ça, c'est le problème allemand, avec l'exploitation qui en est faite contre Angela Merkel. Et puis vous avez la fermeture sournoise, ça c'est la voie française. C'est-à-dire la voie hypocrite, où on a des discours qui se drapent toujours dans l'humanisme, dans le respect des droits de l'homme. Dans la réalité, c'est une politique très ferme, voire très dure. Il suffirait de mettre des caméras à la frontière franco-italienne
pour filmer ce qui se passe. Dans la réalité, je pense que l'opinion en serait probablement choquée. Mais en tout cas, la voix française, c'est la voix sournoise. Oui. Peut-être je me tourne vers Frédéric Dabi sur l'opinion française sur l'immigration. Un dernier sondage, mais vous sauriez mieux le dire que moi, 61% des Français trouvent la politique migratoire trop laxiste. Quel est aujourd'hui l'état de l'opinion sur le fait migratoire? Elle est relativement diverses. Il y a bien sûr de la fermeté, il y a bien sûr le sentiment qu'il y a trop d'immigrés, ça en fait déborder le strict cadre de la droite et du Front National, mais l'opinion française est traversée par des phénomènes contradictoires. Bien sûr, lorsqu'on interroge les Français, c'était pour la Fondation Jaurès en septembre dernier, une enquête européenne, une énorme majorité craignait la présence de terroristes potentiels parmi les migrants. Bien sûr, en fait, également, il y a le risque de submersion à 73%. L'idée qu'accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas possible. Et on voit très bien le décalage entre la perception et la réalité qui vient d'être relevée par M. Errand. Mais pour autant, les Français sont contradictoires et sont parfois également regardiens à la phrase. C'est le devoir de notre pays d'accueillir des migrants qui fuient la guerre et la misère. Donc la misère, ça prend en compte une dimension économique. Une majorité de Français répondent par l'affirmative. Sur cette question, il y a deux dernières choses. C'est une question qui réactive considérablement le clivage gauche-droite. Et comme nous sommes dans le nouveau monde, lorsqu'on regarde comment se positionnent les sympathisants d'En Marche, ils regardent clairement du côté de la gauche. C'est-à-dire, ils sont plutôt favorables à l'accueil de migrants. Deuxièmement, c'est un sujet sur lequel l'impuissance de l'Union européenne est particulièrement stigmatisée, dans un contexte qu'on avait déjà dit lors d'une émission précédente, où les Français ont compris que la France n'était plus la solution, mais c'était l'Europe, la solution, toute une série de sujets, y compris et surtout la question migratoire. De ce point de vue-là, cette tension exacerbe les critiques vis-à-vis de l'Union européenne. Alors François Héran, pas accueillir vraiment, franchement, mais pas rejeter non plus. Oui, c'est ambigu. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de fondamental à rappeler, c'est quelle est la place de la France dans l'ensemble des pays européens en termes de générosité d'accueil. Si on prend un critère, et il faut vraiment comprendre, il vient des chiffres d'Eurostat. Si on regarde quel est le nombre de protections que nous avons accordées à des demandeurs d'asile en 2016, en 2017, mais proportionnellement à notre population, par million d'habitants, per capita, comme disent les économistes. À quel rang sommes-nous ? Nous étions en 2016 au 16e rang de l'Europe. En 2017, nous sommes passés au 13e rang. Je donne les chiffres. Les Suédois ont accordé 7000 protections pour avoir 1 million d'habitants en 2016-2017. Les Allemands à peu près autant. Viennent ensuite les Suédois, etc. Et nous, c'est 520. 520 par rapport à 7000. Donc c'est extrêmement bas. Nous sommes à la moitié de la moyenne européenne. Alors les Anglais font pire que nous, et puis ceux qui font encore pire que nous, c'est tous les pays anciennement communistes, pas seulement la Hongrie dont on parle beaucoup. On est polarisé sur la Hongrie. Mais en réalité, la Pologne, la Slovaquie, les Pays-Bas, ils font tous la même chose. Ils accordent 40, 50, voire 10 seulement protections par million d'habitants, c'est-à-dire rien. Donc l'Europe n'est pas divisée sur le sujet. Elle est complètement déchirée, parce qu'entre le record, entre les deux extrêmes, ça varie de 1 à 700 l'accueil. C'est ça la situation actuelle. Non, la France se situe à peu près au même rang que l'Italie, ce qui veut dire que nous n'avons aucune leçon à donner à l'Italie, que réciproquement l'Italie n'a aucune leçon à nous donner. Alors justement, Virginie, donc on a entendu il y a quelques jours on l'a pas entendu, Emmanuel Macron, sur le sujet du bateau l'Aquarius qui errait en mer pour finalement être accueilli par l'Espagne. Emmanuel Macron a critiqué les Italiens en parlant de cynisme et d'irresponsabilité. En revanche, au lendemain de sa rencontre avec le pape, peut-être dans un élan, le président de la République a dit qu'il accueillerait des dizaines de réfugiés du bateau Lifeline, qui va sans doute accoster à Malte. Mais dans un deuxième temps, il critique les ONG qui seraient les complices des passeurs.
Donc là encore, du cynisme. On peut se poser deux questions. D'abord, à quoi sert ce ton, cette façon presque insultante de parler aux Italiens? Après, il a parlé de la montée de la lèpre. Alors là, est-ce que ça s'adressait à la Hongrie? Oui. Je ne vois pas à quoi ça sert, sinon à exacerber des tensions qui sont déjà très fortes. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a certes des degrés dans la volonté ou non d'accepter des migrants, mais il y a surtout des blocages complets. Le groupe de Visegrad ne veut plus de migrants. L'Italie ne veut pas de centres fermés. Emmanuel Macron aura beau dire et faire, il n'y aura pas d'accord. Et on voit bien que, je parle d'accord complet, il n'y aura que des accords au mieux bilatéraux, ce qui est une preuve d'échec. Et il me semble que là, nous sommes dans une des crises les plus graves que nous ayons jamais connues. Parce que les valeurs qui ont fondé l'Europe, l'accueil, l'humanisme, la générosité, sont aujourd'hui balayés par tous ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir depuis quelques mois, ou même quelques années, et je pense que ce qu'on appelle les votes populistes ne vont faire que s'amplifier au fil des élections. Oui, mais si on accueille encore plus, il y aura encore plus de populisme, non? Enfin, ou alors, comment c'est presque trop tard. C'est-à-dire que l'Europe s'est laissée dépasser par son incapacité à établir des règles depuis 2015, pour ne remonter qu'à 2015. Et aujourd'hui, elle a face à elle une opinion publique qui ne cesse de dire, puisque c'est comme ça, nous, on va voter pour des gens qui veulent vraiment fermer. Mais il n'y aura rien à fermer, on ne peut pas fermer. Mais c'est symbolique, et je crois qu'il y a une montée de la colère des électorats, et que cette montée de la colère ne va faire que se confirmer. Oui, si des solutions. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, et il ne va rien se passer, rien se dire, sauf peut-être des accords bilatéraux, ce qui sera une petite réponse par rapport aux grandes politiques qu'on aurait pu espérer communes à tous les pays qui constituent l'Union européenne. Alors je vois Jean-Marie qui fait ses yeux noirs. Jean-Marie, c'est admirable de ne m'a pas coupé la parole. Je vais essayer. Oui, mais attendez, vous allez voir. Je vais essayer modestement de contredire Virginie sur quelques points. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr, c'est une crise grave parce que, en effet, ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça renvoie aux valeurs, à un socle de valeurs communes. Et vous avez à l'intérieur de l'Europe soit des pays de culture anciennement communistes qui n'ont pas encore fait complètement leur mue démocratique, qui sont même en arrière de la main aujourd'hui, soit la victoire d'une extrême droite, ou en tout cas la mise en avant d'une extrême droite comme l'Italie. Et l'Allemagne. J'allais dire, le jeu assez tordu de la CSU en Allemagne contre la chancelière. Parce que tout le monde fait de la politique intérieure sur ces questions. Bien sûr, bien Mais sûr. Le leitmotiv qui consiste à dire tout ça, c'est la faute de l'Europe, c'est un leitmotiv qu'il faudrait vraiment essayer de corriger. Parce que d'abord, l'Europe ne se saisit que des questions dont elle est chargée. Or, les questions d'immigration de toute éternité ont été des questions nationales, gérées par les gouvernements nationaux, sans que l'on donne compétence à l'Europe pour les traiter. Simplement, même l'Italie, y compris avec M. Salvini aujourd'hui, même l'Italie considère aujourd'hui que la question doit être européanisée. L'Italie demande que ses frontières deviennent des frontières européennes, malgré le côté ultranationaliste de Salvini. Donc, vous voyez, tout ça est compliqué. Oui. Et deuxièmement, si on en est aujourd'hui à un chiffre aussi faible, c'est ça qui est très troublant. C'est qu'il y a un décalage dans la perception des opinions, parce que vous avez raison de mentionner la colère, c'est le moteur des extrémismes, mais il est à contretemps parce que la vraie poussée, elle était 2015-2016. Et pourquoi le nombre est tombé aussi bas aujourd'hui? Parce que vous avez eu la conjonction de deux facteurs. Vous avez eu d'abord les efforts de l'Europe, aussi bien à l'extérieur vis-à-vis d'un certain nombre de pays, qu'à l'intérieur avec le déploiement de Frontex. Demandez au gouvernement roumain, demandez au gouvernement bulgare, demandez au gouvernement grec ce qu'ils pensent de Frontex, ils en feront l'éloge parce que ça a considérablement fait baisser les flux. Et deuxièmement, l'accord que l'on peut discuter sur le plan moral, mais c'est un accord très efficace avec la Turquie, où l'Union européenne paye la Turquie pour que la Turquie retienne ce qu'elle fait désormais. Et l'Italie paye la Libye. Et l'Italie a toujours payé en Libye. Donc il faut arrêter de faire de l'Europe le bouc émissaire de tout cela. Tournons-nous vers nos gouvernements, reprochons à nos gouvernements de ne pas faire suffisamment les uns et les autres de compromis, etc. Mais arrêtons de dire l'impuissance de l'Europe. Elle n'a pas été impuissante. Je suis assez d'accord avec ce que vous
vous dire, Ouais. à un point près quand même, qu'est le règlement de Dublin. Parce que Eh le oui, règlement de oui, Dublin, oui, bien sûr. le règlement de Dublin voilà. creuse les écarts entre les pays européens. C'est vrai. Le règlement de Dublin, finalement, fait peser la C'est ce que ne veut charge. pas l'Italie. Fait peser L'Italie, la charge de l'immigration sur les pays qui sont exposés en première première ligne ligne. géographiquement. Voilà. Oui. La Grande-Bretagne, du coup, en profite Oui. pour rester à l'écart. Et dans la liste des pays les Et la plus France. accueillants que j'ai cités tout à l'heure, vous retrouvez Malte et Chypre coincés entre la Suède et l'Autriche, etc. Parce que ces pauvres pays sont, à cause du règlement de Dublin, obligés de Mais Dublin, ça traiter convient Donc ça à la change. France. Est-ce qu'il faut Donc, réformer Dublin, Dublin? ça Oui, convenait c'est très mort bien à la Dublin. il faut mettre en place des règlements qui rapprochent les pays européens au lieu de creuser les écarts. C'est ça le Mais problème. c'est quoi la de Dublin. solution alors? Est-ce Ah ben, que je pense Dublin qu'il est faut- mort aujourd'hui? je L'accord pense de qu'il faut Dublin. mettre fin au règlement de Alors il faut Dublin. peut-être expliquer à nos Les téléspectateurs règlements, l'accord le règlement de Dublin. c'est un règlement qui fait que les demandes d'asile sont traitées, doivent être traitées par le premier pays où Voilà. le demandeur a Et été quand enregistré. c'est rejeté, eh bien, il Et retourne du dans le coup, pays vous où ils avez se sont Malte, inscrits. Chypre, Oui, oui. l'Italie, la Grèce, etc., qui se retrouvent Voilà. en première ligne. La Grande-Bretagne est au loin. Ça rend d'autant plus remarquable la position des pays scandinaves qui eux, sont loin du théâtre des opérations et Donc- qui accueillent néanmoins beaucoup. Voilà. Non, j'ai une petite remarque, je partage complètement ce que Jean-Marie vient de dire, sauf un mot, bouc émissaire. Justement, le regard des Français, voire des Européens, a changé. L'Europe, bouc émissaire, c'était très très visible lors de la campagne pour le référendum du 29 mai 2005, où il y avait des fantasmes, où il y avait le plombier polonais, Oui, il y avait c'est toute vrai, une série de l'histoire du choses. plombier Voilà, polonais. il y avait toute une série de choses. Maintenant, justement, les Français, de plus en plus, y compris dans un pays où, vous le savez, la majorité est noniste, la majorité est eurosceptique. Dans les enquêtes d'intention de vote européenne, en France, il y a une lutte pour capter la France du non, sachant que le vote du oui va grosso modo, globalement, à la République en marche et aux centristes, au MoDem. Justement, les Français ont compris, ou plutôt ont pris conscience que les solutions seraient européennes. Et c'est le hiatus entre cette attente de solutions européennes et une impuissance perçue qui crée du mécontentement plus que tout est la faute de l'Europe. Je vous propose d'écouter Angela Merkel, puisque tout à l'heure je le disais, est-ce que dans le fond, l'un des objectifs aussi du sommet, c'est de ne pas sauver la tête de Merkel, qui quand même est fragilisée par, on le sait, la CSU bavaroise et particulièrement par son ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter. Chers collègues, l'Europe doit faire face à de nombreux défis, mais c'est sur la question migratoire que pourrait se jouer le destin de l'Union européenne. Soit nous arrivons à trouver une solution, et cela veut dire que même en Afrique et ailleurs, on montrera que nous sommes guidés par des valeurs et que nous misons sur le multilatéralisme et pas sur l'unilatéralisme. Sinon, plus personne ne croira à notre système de valeurs qui nous a pourtant rendus si forts. Et c'est pourquoi l'enjeu est si grand. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que ce que dit Angela Merkel, ça parle aux gens? Franchement, là, elle fait un discours politique. D'ailleurs, elle est devant le Parlement. Est-ce que c'est compréhensible? Le multilatéralisme, c'est le mot que lui a soufflé Emmanuel Macron, c'est Voilà. manifestement. Donc là, je crois que la leçon a porté. Mais en même temps, multilatéralisme, ça se traduit par des accords bilatéraux. Donc voilà la contradiction. Avec une Europe aussi divisée, moi je dirais que la crise a révélé en fait les divisions de l'Europe. Les divisions de l'Europe étaient déjà là. Ouais. Jean-Marie Colombani a évoqué le fait que les pays ex-communistes n'étaient pas finalement habitués à l'immigration, n'ont jamais été habitués à l'immigration européenne pour reconstruire leur économie au lendemain de la guerre. Mais il faut ajouter aussi qu'ils n'ont jamais été des pays coloniaux. Nous recevons quand même une migration considérable qui a été frayée par des liens coloniaux anciens. Les Algériens ont eu la liberté de circulation pendant longtemps, etc. Bon. Et les pays communistes n'ont pas connu ça non plus. Et en plus, alors là, c'est là qu'intervient la politique, mais ça, tous les pays le font, et pas seulement Orban, à l'est de l'Allemagne. C'est tout un récit national cultivé par les médias, par les universitaires, par les manuels de classe, qui brandit l'orthodoxie et le catholicisme comme étendard contre l'islam. Oui. Ça Alors, joue énormément aussi. Justement, dans la Jean-Marie, fabrication des opinions est-ce que politiques. le fait que ce soit des migrants issus, parce que l'histoire des migrations, elle est longue, mais est-ce que les migrants soient issus de pays musulmans joue sur le rejet, et est-ce que c'est un facteur clé? Moi, je pense que c'est un des facteurs clés aujourd'hui de la poussée extrémiste et populiste. S'il n'y avait pas, il y a le terrorisme, il y a l'assimilation du terrorisme avec l'islam en général.
et donc les gens ne catégorisent pas, et donc immigration, islam, grand remplacement, tout ce que vous voudrez, mais le facteur islam est incontestable dans la crainte, et ce que vous disiez tout à l'heure, François, sur justement une culture, notamment à l'est de l'Europe, mais qui est aussi vrai chez nous, et qui pèse de plus en plus. Et je pense que là, c'est un des vrais dangers de cohésion à l'intérieur de chacune de nos sociétés. Est-ce que dans l'histoire des migrations, on se souvient d'un tel rejet? On a eu 2 présidents de la République assassinés par des anarchistes italiens, et on l'oublie complètement. Et il y a eu des mouvements allant jusqu'à certains pogroms contre les minorités italiennes. Lorsque, à partir de 1927, on a fait venir les Polonais et les mineurs, c'est la première fois qu'on faisait appel à une immigration qui n'était pas de voisinage. Ce n'était pas les Belges ou les Italiens comme c'est le cas avant. On a fait venir à partir de 1927 des Polonais avec des missions de recrutement absolument extraordinaires qui ont laissé des témoignages saisissants, des villages entiers réunis, les hommes nus, conseils de révision. En 2 secondes, on évalue s'ils sont aptes ou pas aptes à travailler dans les mines et si les femmes peuvent traire les animaux. Et puis, avec la crise des années 30, on en a renvoyé beaucoup chez eux. Quand vous lisez les rapports de l'époque, ça a été publié, les gens trouvaient que les Polonais étaient totalement inassimilables. Ils avaient beau être catholiques, après leur catholicisme n'était pas comme le nôtre. Ils avaient leurs propres journaux, leurs propres prêtres, etc. Et donc, il y avait déjà l'idée qu'ils étaient dans le communautarisme. Vous regardez chaque minorité, il y en a toujours une, en général les derniers venus, qui jouent ce rôle-là d'épouvantail. Mais là, il y a le terrorisme peut-être qui est additionné à... Non, je voulais vous poser une question. On assiste en ce moment à la naissance, à l'émergence d'une Europe d'extrême droite, qu'on appelle populiste, mais en fait qui est d'extrême droite. Est-ce que vous pensez que les prochaines élections européennes de 2019 pourraient voir cette Europe devenir majoritaire? Parce que, bien sûr, ça se passe chez nous, mais ça se passe partout. Et on sent, chez nous, pour ne prendre que l'exemple de chez nous, un Front National très fort dans la perspective de ces européennes, malgré la faiblesse de sa présidente. Donc, est-ce que ce phénomène-là sera identique dans les autres pays, et est-ce que dans un an, nous pourrions avoir une majorité populiste? Alors, il se trouve que les grands pays européens, puisque la démographie compte, le poids du nombre joue encore, que ce soit la France, l'Allemagne, etc., peuvent contrecarrer cette... Mais je crois que le risque que vous signalez est tout à fait réel. C'est un risque absolument réel. Frédéric, pardon. Oui, est-ce que la France est protégée de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, par exemple, parce que le mode de scrutin ne permet pas... comme en Italie, d'avoir des coalitions, ou même en Allemagne. Est-ce que ce mode de scrutin qui ne favorise pas les petits partis est une digue qui n'est pas prête de céder? Je serais extrêmement prudent. Les modes de scrutin n'ont jamais empêché des grands mouvements historiques. Et pour prendre des choses un peu plus anecdotiques... Oui, mais sous la cinquième. Oui, en 86, François Mitterrand met en place la proportionnelle pour éviter... Oui, il a quand même eu une victoire de la droite. Pour le Front National, il ne faut pas oublier... Et le Front National est rentré à l'Assemblée nationale. Grâce à la proportionnelle, ils étaient 35, je crois. De la même manière, plus modestement, on avait dit qu'avec un scrutin majoritaire à 2 tours, jamais le FN n'aurait de député. Il a gagné à 7 reprises en duel, ce qui n'était pas arrivé depuis Yann Piat au début des années 90. Maintenant, le Front National, c'est ce que vient de dire Virginie. Il y a bien sûr un vrai affaiblissement de la présidentialité de Marine Le Pen, mais les moteurs, propulseurs du vote FN, Rassemblement National, sont plus que jamais là. Dans toutes les enquêtes d'opinion, dans les sondages sortis des urnes sur les motivations de vote, c'est l'immigration, c'est l'insécurité qui maintenant sont des enjeux complètement fusionnés, et pas seulement au Front National, chez Debout la France, tout à fait, et également à droite, il y a ces motivations-là, et il y a un discours contre l'Europe. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on imagine mal aujourd'hui, ici et maintenant, le Front National rééditer son exploit d'arriver en tête et de faire 25%, comme c'était le cas en 2014, mais la campagne commence à peine, surtout que ce scrutin sera le premier scrutin du quinquennat. Il est toujours très abstentionniste, mais sans doute le sera-t-il moins qu'en 2014, où il venait un peu en queue de comète des élections municipales. Ce ne sera pas un peu le premier jugement. Juste 2 petites choses. D'abord, il y a, aggravant ce contexte, il y a un facteur Trump.
Oui. Parce que Trump, on a parlé tel qu'il est, oui, mais il libère, Bien il sûr. libère la parole, oui, comme on dit cesse de pour le le dire, coup. ouais. Non seulement il encourage le racisme aux États-Unis, mais il libère notamment le ministre bavarois, qui s'inspire directement des thématiques de Donald Trump. Je voudrais juste revenir un mot à François Héran et lui poser une question, parce que dans les thématiques qu'on entend, le grand remplacement, etc., on nous explique que chaque année, il y a une ville nouvelle de la taille de Bordeaux ou de Toulouse qui s'installe. Donc chaque année, les immigrants ou les migrants représentent ça chaque année en France. Qu'est-ce que ça vaut comme par rapport à la réalité des soldes, parce que ce sont toujours des soldes migratoires. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Alors d'abord, je veux dire qu'un statisticien sérieux n'utilise jamais ce genre de formule. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez dire qu'il naît chaque année la ville de Lyon, il meurt chaque année la ville de Marseille, les nouveaux cas d'Alzheimer chaque année c'est la ville de Lille, etc. Mais en termes de comparaison internationale, ça n'a absolument aucun sens, évidemment. En réalité, il faut raisonner en proportion. Les 200 000 titres de séjour que pendant très longtemps on a accordés, qui sont montés à 267 000 à cause de la crise des migrants, c'est 0,3-0,4% de la population. Donc c'est pas ça qui va nous envahir, si vous voulez. Parce que l'immigration légale, c'est 200 000. Alors, oui, parce que pour qu'on fasse une bonne fois pour toutes les effectivement, chiffres. les demandeurs d'asile dont le traitement dans la demande peut requérir pas mal de temps de traitement, mais vous avez aussi la migration qui est au titre d'autres droits, le regroupement familial, et vous avez les étudiants internationaux, vous avez le droit pour un Français, une Française d'épouser une étrangère ou un étranger, de faire venir ce conjoint, etc. Tout ça, ça remplit. Et là-dedans, le travail, c'est même pas 10%, c'est très très peu. Donc les chiffres globaux, on a un chiffre. Et donc les plus de 200 000 titres de séjour, ça englobe tout ça avec très peu de migration de travail, puisqu'elle a été interdite, entrouverte par Sarkozy et aussitôt refermée, quasiment. Et l'asile là-dedans, c'est 10, 11, 12%. Oui, c'était la fameuse immigration choisie. 12%, quand vous comparez les 200 et quelques mille titres de séjour, bon, en Allemagne, avant la crise, c'était déjà un chiffre supérieur. Il commençait à faire grimper la migration légale ordinaire, ce qu'on appelle la migration ordinaire. Les Polonais sont est un des peuples qui a le plus de titres de séjour, alors plutôt temporaires, accordés aux Ukrainiens pour une migration de travail. La plupart des grands pays occidentaux, les pays de l'OCDE, disons, ont une migration de travail qui est beaucoup plus importante que nous. Le Canada, c'est pas 10% des migrations, c'est 40 et quelques pourcents si on prend les personnes qui réussissent leur espèce de concours avec les membres de la famille qui sont sitôt pris en même temps qu'eux. Donc nous avons une politique très restrictive. Nous avons, un peu stupidement, je dois dire, interdit la migration de travail. Du coup, on n'a que la migration familiale. Le niveau de qualification de nos migrants est relativement bas, et même un des plus bas par rapport à la migration accueillie, par exemple, par la Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus qualifiée, parce que nous avons fermé la migration de travail. Et donc, du coup, et quand vous regardez l'exemple du Canada, moi j'ai été très frappé de voir que lors du débat sur la loi asile et migration, les Républicains disaient mais il nous faut des quotas comme le Canada. Et Julien Trudeau venait justement d'être reçu par l'Assemblée, c'était un pur hasard. Donc, vous voyez, un grand pays démocratique, les quotas. Mais ça n'a rien à voir. Les quotas canadiens, d'abord, ils n'utilisent pas le mot quota, ce sont des objectifs, et ils disent plusieurs années à l'avance, nous allons accueillir 300 000, puis 320 000, puis 330 000 migrants. Un pays 2 fois moins peuplé que nous. 330 000, ça veut dire 660 000 chez nous. Ouais. Mais pardonnez-moi. Et donc, pour eux, si vous voulez, sélectionner les migrants et privilégier la haute qualification, être présent sur le marché international des hautes qualifications, ce que nous ne sommes pas ou très peu, pour eux, ça ne signifie pas pour autant lésiner sur la quantité. Ça ne signifie pas qu'on va appliquer les planchers, qu'on va rabaisser le plus bas possible. Et donc, l'allusion au quota canadien était complètement erronée. Elle continue. Dans les amendements déposés au Sénat en ce moment, on retrouve toujours la même problématique. Virginie, une question ? Oui, vous parlez de l'immigration légale. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle est, à votre avis, l'immigration illégale, ce qu'on ne reconduit pas à la frontière parce que depuis des années, ils sont là et ils n'ont pas de titre de séjour. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui sont sur notre territoire et qui n'ont pas de titre de séjour ? Les estimations qu'on peut faire des migrations illégales, c'est essentiellement l'aide médicale d'État qui est destinée. Donc, on doit dépasser les 300 000, on est peut-être aux 400 000, peut-être aux demi-millions, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a quelques années, nos migrants
migrants illégaux pouvaient aller aisément en Espagne, en Italie, à l'époque où il y avait le boom, la bulle migratoire dans ces pays-là. Ça n'est plus le cas maintenant. Et puis nous avons le problème de l'Allemagne a accueilli à peu près 800 000 personnes en 2016, accordé la protection à 450 000, quelque chose comme ça. Donc vous avez 300 000 personnes dont un certain nombre reviennent en France et ont eu le temps d'apprendre l'allemand pendant les 2 ans ou l'année et demie d'attente. Dernière question, puis une dernière à... On va poser une dernière question à Frédéric. Oui, je voulais en poser une aussi. Vous la poserez, mais je veux juste une dernière question à François Héran. Assez vite, si c'est possible comme ça. Jean-Marie pourra poser sa question à Frédéric. Quelle est la différence entre Sarkozy, Hollande et Macron sur la politique migratoire? Très faible. Aucune. Très faible. Aucune. Quasiment rien. Bon, alors, voilà, le temps de ma question à Frédéric est venu. Voilà, allez-y. Frédéric, le délit, il y a en France un délit de solidarité. Est-ce que les Français adhèrent à cette idée d'un délit, d'avoir dans leur texte de loi, dans leur code pénal, un délit de solidarité? Alors, on n'a jamais posé une question de la sorte, mais quand je regarde le discours des Français dans nos enquêtes qualitatives, il y a ce discours de fermeté sur l'immigration clandestine, mais au nom des liens de solidarité, au nom des traditions françaises, très très clairement, le délit de solidarité choque et, une fois de plus, crée également une vraie nuance entre sympathisants de gauche et sympathisants de droite. On nous a, entre guillemets, vendu la fin du clivage gauche-droite. Voilà une thématique, l'immigration et cette question précise du délit de solidarité, où ce clivage revient en force, ou même il n'a jamais disparu. Merci. On passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Kreissoult. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue à vous, comme chaque jeudi. Donc nous avons parlé des migrants et bien sûr, ça intéresse aussi les internautes. Bien sûr, les internautes sont donc des citoyens, donc forcément ça les intéresse. Je peux même vous dire, la question ne m'était pas adressée, mais pour les internautes, ce délit, voilà, eh bien pour eux non. Et le clivage, on le constate dans les enquêtes, mais sur les réseaux, les gens parlent, on les observe, c'est pas du tout la même chose que quand on vous pose une question. Et ils sont pas du tout dans cette logique-là, voire même la peur prend le pas sur la compassion et voilà, ils sont pas du tout tolérants. Et on sent depuis quelque temps, ça monte nettement sur les forums, y compris sur des forums qui sont, on va dire, des forums habituellement plus neutres où les internautes s'expriment habituellement sans prendre des positions fermes. Parce qu'évidemment, sur les forums du Rassemblement national, là, c'est pas le sujet. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui monte et qui est inquiétant. C'est quoi cette panique morale, Frédéric ? Cette panique morale. Oui, quand je dis panique morale, sur l'immigration, la peur de... c'est Gaël Brustier qui, dans son livre, parle de panique morale. Je ne sais pas si c'est une panique morale. C'est morale qui est bizarre. Oui, c'est une panique, c'est une crainte, c'est des fantasmes. C'est Ruvanogien, le philosophe, qui avait exprimé cette attitude et qui consiste effectivement à paniquer dès qu'il y a, par exemple, le fantasme de l'invasion par le nombre, le fantasme d'une perte d'identité, etc. Dans un contexte de crise économique aussi, il ne faut pas oublier ce fantasme. Je reviens à nos fameuses infographies. Ce fantasme est mondial. Et donc, on a regardé où est-ce qu'on parlait de l'immigration. Et en fait, ce sujet, il est mondial. Enfin, c'est une peur qu'on retrouve partout. Regardez, on parle de l'immigration et des migrants partout dans le monde. Alors, évidemment, un peu plus fortement aux États-Unis ces derniers jours. Mais globalement, on en parle partout. Alors, on ne parle pas des mêmes migrants, on ne parle pas exactement de la même façon. Mais globalement, le sujet de la peur est toujours là. Et des tensions sont de plus en plus palpables avec les deux typologies de camps. Les gens qui sont plutôt pour une tolérance zéro et les gens qui sont plutôt pour plus d'humanisme. Et si on regarde les fameux emojis, eh bien on voit qu'il y a la colère qui est là et la colère des deux camps. C'est-à-dire que les gens qui veulent de l'humanisme sont en colère en disant on ne tient pas compte, on ne fait pas attention aux enfants, on est dans une logique qui n'est pas intéressante. De l'autre côté, ils sont aussi en colère. Et puis vous voyez, il y a beaucoup de petits symboles avec télévision, micro, caméra. Et en fait, ils disent voilà, aujourd'hui, ça devient presque un sujet de manipulation de l'émotion. Et en fait, ça devient un sujet médiatique plus encore que humanitaire. Et donc, un peu partout dans le monde, on sent que ce sujet préoccupe les uns et les autres. Et après, j'étais regardé ce qui se dit en France.
donc les mots associés aux migrants en France. Et globalement, on va dire que, le premier mot, c'est accueillir, mais accueillir, en gros, ce qu'il dit, c'est que la solution qui est le plus préconisée, c'est donc la fermeté, malgré l'émotion. Et donc, on ne peut pas accueillir. Beaucoup de messages autour des enfants. On ne veut pas rejeter non plus, donc c'est pour ça. C'est pas ne pas accueillir ou c'est le stop, vous voyez, il arrive à la fin. Les ONG remontent et on voit que c'est une tendance de plus en plus forte sur, finalement, les ONG ne seraient-elles pas, elles aussi, partie prenante dans toutes ces histoires. Et puis, l'Europe n'arrive qu'en 4e et pas de façon très positive, ce qui peut poser des questions d'ailleurs, mais vous l'avez largement évoqué sur les européennes. Mais on voit bien que les internautes, ils se posent plein de questions en disant à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut s'organiser, est-ce que vraiment il y a une solution. Et donc, c'est un sujet qui génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions. Ce qui m'intrigue toujours, et j'en ai eu l'occasion d'en parler à des spécialistes, c'est qu'effectivement, ce genre d'analyse permet de voir s'il y a des mouvements qui montent, qui descendent, etc. Mais il est totalement impossible techniquement de savoir en quoi c'est représentatif. Pour l'instant, le meilleur moyen d'interroger une population de façon représentative, je suis désolé, mais ce sont les sondages, les instituts de sondage. C'est pas du tout représentatif. On ne sait pas. C'est pas du tout représentatif. C'est significatif, mais c'est pas représentatif. Ça veut pas dire grand-chose. Je pense que 2,8 milliards de messages aussi très précises. Non, je crois que vraiment il est important de rappeler que ces analyses valent. Non, mais ces analyses sont intéressantes. C'est comme par exemple le député, qui a comme témoignage les personnes qui viennent le voir à sa consultation hebdomadaire, etc. Voilà, il sent une colère qui monte ou qui baisse, etc. Mais est-ce que les gens qui viennent le voir sont vraiment représentatifs de l'ensemble de l'électorat? Est-ce que c'est représentatif de l'ensemble des lecteurs? En tout cas, c'est impossible. C'est significatif, c'est pas représentatif. On ne faudrait pas louper le baromètre mensuel France 24 Dentsu Consulting sur la visibilité des membres du gouvernement. Alors on va la faire rapidement parce que c'est la fin, mais donc tous les mois on mesure pendant tout le mois quelle a été la visibilité des différents membres du gouvernement. Et donc ce mois-ci, nous avons en termes de visibilité Édouard Philippe qui est repassé en tête. Rappelez-vous, il avait un peu plaisir à Charlotte, ça. C'était important parce que le Premier ministre est censé être la personnalité du gouvernement dont on parle le plus. C'est le cas. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais il y a une personnalité qui gagne beaucoup en visibilité ce mois-ci, c'est Agnès Buzyn. Et c'est intéressant de voir qu'Agnès Buzyn, non seulement elle progresse, elle gagne 2 places, elle arrive en 4e place, mais en plus, elle a une popularité plutôt constante. Et globalement, on va dire que son action est plutôt suivie et intéresse les internautes et est débattue. Ensuite, on a Marlène Schiappa qui a dégringolé, mais rappelez-vous, le mois dernier, elle était presque trop haut, parce qu'elle était en 3e position, donc elle est en 6e position aujourd'hui. Et on va dire qu'elle n'est pas plus impopulaire, mais en revanche, il y a une espèce d'effet de lassitude sur ses prises de parole. C'est moins suivi, c'est moins relayé, il y a moins d'engagement. Après, sur les ministres les plus populaires, Laura Flessel est la ministre la plus populaire. On la voit jamais encore et toujours. Elle représente le sport, il y a le football, donc des souvenirs de médailles. Des souvenirs de médailles. Je pense qu'elle capitalise sur sa vie d'avant, comme Nicolas Hulot aussi. Et Nicolas Hulot a par contre perdu beaucoup de plumes depuis. Et alors, il y a Jean-Baptiste Lemoyne qui, lui, a gagné en popularité, 9 points ce mois-ci. Et parce qu'en fait, visiblement, il s'est beaucoup engagé sur le tourisme en France et en Europe, et ça a beaucoup plu aux internautes qui saluent son action. Et puis Mounir Majoubi, qui lui est apprécié, alors son activité va un peu sur tous les fronts, mais comme il est sur un peu tous les fronts, du coup il est aussi suivi sur un peu tous les fronts. Les ministres les moins populaires, M. Castaner est de loin le moins populaire ce mois-ci. Et globalement, on va dire que les internautes trouvent que ses propos sont excessifs et provocants. Et puis le fait qu'il soit au gouvernement et en même temps à la tête d'En Marche continue à gêner pas mal d'internautes. Et puis enfin, on reparle de M. Majoubi, qui à l'étranger est celui qui est le plus populaire et qui a le plus progressé. Parce qu'en fait, il a tenu des propos plutôt intéressants sur la position de la France dans le monde numérique. Donc ça a plutôt plu. Et puis Brune Poirson, qui régulièrement est très appréciée à l'étranger. Alors quand il y avait eu le voyage en Inde, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce mois-là, elle avait été très très visible en Inde et très saluée. Et bien là, un peu partout, en particulier aux États-Unis, ils apprécient ses propos sur la transition énergétique qu'elle a tenue à l'étranger. Voilà, donc aux États-Unis, pas auprès de Donald Trump, en tout cas, j'imagine. Elle a eu des interventions
qui ont été appréciées. Voilà. Tant mieux. Merci Cocorico. Et puis merci à tous. Merci à Charlotte Rien-Tomaca d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour avoir réalisé. Jean-Marie, à la semaine prochaine. Véronique aussi, Virginie aussi. Et bonne semaine à vous.